26 décembre 2008. Dans un petit théâtre parisien, celui de la Main d'Or, son théâtre, l'humoriste Dieudonné achève son spectacle. Ce n'est pas pour autant la fin du show, le sulfureux saltimbanque ayant prévu un dernier happening. Devant une audience hilare, il fait conduire sur scène un vieillard à lunettes, aux allures de vieil agrégé de lettres. Un autre acteur, déguisé en déporté, lui remet un prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. La salle, dans laquelle se trouve un certain Jean-Marie Le Pen, exulte. Le lauréat de ce prix de fortune s'appelle Robert Forisson. Il est la principale figure française du négationnisme depuis la fin des années 1970. Qui est Robert Forisson ? Quel rôle a-t-il joué dans la diffusion des discours négationnistes en France et dans le monde ? Je vous propose d'en venir aux faits. Ici Londres. Planes flying in the buildings have filled us with disbelief. Radio Paris est allemand. Manifestation populaire dont aucun incident n'a troublé le calme se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face, cela sera long et difficile. Jusque dans les années 1970, le négationnisme se limitait à des marges radicales de la société française. Ni Bardèche ni Racinier, ni même François Duprat n'étaient parvenus à le mettre dans la lumière. Ils ont cependant, nous l'avons vu, jeté les bases à partir desquelles d'autres allaient pouvoir répandre le venin du soupçon. À la faveur d'un contexte international marqué par la guerre du Kippour de 1973 et la révolution iranienne, ainsi que par la fin de la détente, le négationnisme français entrait dans son second âge. Ce second âge du négationnisme en France est marqué par une relative sortie de la marge. À la faveur de plusieurs scandales médiatiques, on parlerait aujourd'hui de buzz, les discours négationnistes éclaboussent le débat public. Suivant le mouvement de la mondialisation, ils se nourrissent aussi d'apports étrangers, en particulier anglo-saxons. Quelques titres pêle-mêle. Le mensonge du XXe siècle, écrit par un prof d'informatique américain. On peut aussi noter Le mensonge d'Auschwitz, de Thies Christoffersen, un ancien SS, édité en France par les presses universitaires de France. Non, je rigole, il est édité par le néo-nazi Michel Quénier. On pourrait en citer d'autres, mais je crois que vous avez compris l'ambiance. Au cours de ce second âge, un homme domine l'univers négationniste français de sa frêle silhouette jusqu'à sa mort en 2018. Il s'appelle Robert Forisson. Pour comprendre le phénomène Forisson, il faut revenir à la fin des années 70, au moment du premier scandale médiatique d'une trop longue série, à l'issue duquel il est devenu une vraie star du négationnisme. Le 28 octobre 1978, le journal L'Express titre « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux ». Une phrase choc, un mensonge obscène, mais bien putaclic, comme on pourrait le dire de manière anachronique. Cette phrase n'est pas l'œuvre d'un journaliste, mais une citation tirée de l'interview que le magazine a accordée à un certain Louis Darquier de Pellepoix. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais ce n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un ancien commissaire aux questions juives sous Vichy, débusqué par le journaliste Philippe Garnier-Raymond dans son exil espagnol. Pour mémoire, le commissariat aux questions juives était un genre de ministère de l'antisémitisme chargé de préparer et d'appliquer les mesures antisémites du régime de Vichy, parmi lesquelles, par exemple, la confiscation des biens des juifs, l'organisation des rafles en collaboration avec la police française et l'occupant, etc. L'interview suscite évidemment un tollé général et, pour reprendre la formule de l'historien Henri Rousseau, agit comme, ouvrez les guillemets, un accélérateur dans la prise de conscience en cours des Français face au passé des années noires, fermez les guillemets. Elle agira aussi comme un tremplin pour Forisson qui surfe sur ce scandale pour obtenir la notoriété. En effet, quelques semaines après le scandale Darquier de Pellepoix, ce maître de conférences en littérature à l'université Lyon 2, spécialiste de Rimbaud et Lautréamont, donc là encore, on n'est pas sur de l'historien professionnel, même si j'ai beaucoup de respect pour la littérature, personnage en perpétuelle quête de reconnaissance, Forisson finit par sortir de l'ombre. Il écrit en effet à plusieurs grands quotidiens, dont Le Monde, afin de faire publier des textes dans lesquels il affirme, je cite, « Les chambres à gaz, ça n'existe pas ». Quelques jours après le scandale Darquier de Pellepoix, il écrit ainsi au Monde qu'il espère que cette affaire, ouvrez les guillemets, amènera enfin le grand public à découvrir que les prétendus massacres en chambre à gaz et le prétendu génocide sont un seul et même mensonge, malheureusement cautionné jusqu'ici par l'histoire officielle, celle des vainqueurs, et par la force colossale des grands moyens d'information. Fermez les guillemets. Plus tard, fin décembre 1978,
Après avoir fait de vaines tentatives auprès d'autres journaux à qui il envoyait des brochures intitulées « 6 millions de morts le sont-ils réellement ?», en fait une traduction littérale d'une brochure publiée en 1976 par le négationniste britannique Richard Harwood, il parvient finalement à faire publier une partie de ses thèses. Il donne même quelques entretiens. Le 16 novembre, en une du Matin, on peut lire entre guillemets « Les chambres à gaz, ça n'existe pas ». Le 29 décembre de la même année, il est publié dans Le Monde, certes en parallèle d'une réfutation écrite par George Wellers, historien du Centre de documentation juive contemporaine, mais surtout rescapé de Auschwitz. Pour en savoir plus sur lui, je vous renvoie à notre compte-rendu du récent livre de Laurent Joly sur le savoir des victimes. Le scandale est immense, mais une diva est née. C'est le début d'une série de polémiques dont Forisson sera l'acteur principal. Autoproclamé antisioniste, suivant en cela la ligne tracée par François Duprat, souvenez-vous, il axe son discours sur les chambres à gaz comme Racinier avant lui. Ses thèses peuvent être résumées par la phrase qu'il prononça sur Europe 1 en décembre 1981. Je cite encore une fois. « Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. » Fermez les guillemets. Selon ses propres dires, c'est la lecture du livre de Paul Racinier, Le passage de la ligne, publié en 1960, qui aurait suscité chez lui la révélation de sa vie. « J'ai commencé à avoir des doutes », écrit-il dans une lettre adressée au Monde en janvier 1979. Rien, pourtant, ne prédestinait Forisson à une telle exposition médiatique, en tout cas, s'il s'était contenté de faire son travail de maître de conférence en littérature. Il a d'abord été aidé par le contexte. À la fin des années 70, après une phase de détente, la guerre froide fait son grand retour alors que la guerre du Kippour contribue à faire encore davantage de l'antisionisme un thème fédérateur à l'extrême droite. Même cause, mêmes effets, les discours négationnistes vont pouvoir sortir des marginalités où ils grenouillaient au cours des années 1960. De même, la révolution iranienne, portant au pouvoir dans ce grand pays un régime antisioniste et on peut le dire carrément antisémite, donnera dans les années à venir aux négationnistes une nouvelle caisse de résonance à l'international. Or, au même moment d'ailleurs, une partie de l'extrême droite française opère une mutation autour de ce que l'on a appelé la nouvelle droite, dont le but était de dépoussiérer les vieilles thèses racistes en leur donnant un vernis de scientificité et de respectabilité. En Allemagne, au même moment, certains historiens, comme Ernst Nolte, réinterprètent le nazisme comme une conséquence de la menace communiste, et non comme un phénomène endogène à l'Allemagne et à l'Europe de cette époque. À cela, il faut ajouter l'éloignement temporel du génocide, le développement d'un marché médiatique de moins en moins régulé et de plus en plus en quête d'un scoop. Bref, l'affaire Forisson éclate en beau moment pour faire de son auteur une star internationale du négationnisme. Il y a aussi autre chose. Jusque-là, le négationnisme n'avait été porté que par des antisémites déclarés. Même le pseudo-homme de gauche Racinier ne faisait pas illusion. Or, Forisson a l'avantage d'être clean des principaux stigmates des négationnistes. En tant qu'universitaire, il peut déjà se cacher derrière le prestige de son statut social et académique. Pour reprendre la formule de l'historienne Valérie Higounet, qui a beaucoup travaillé sur Forisson, il avance masqué. Son déguisement, celui du technicien, de l'universitaire, du chercheur de vérité, apolitique. Apolitique, vraiment. C'est peut-être le moment de revenir un peu sur la vie personnelle du bonhomme. Robert Forisson est né en 1929 en Angleterre d'une mère écossaise et d'un père français. Arrivé en France en 1936-1937, l'exode, la défaite, l'occupation qu'il passe à Marseille sont pour lui des traumatismes. Dans un entretien qu'il a accordé en 1992 à François Brignot, un ex-milicien et membre fondateur du Front National, il affirmait qu'en mai 1945, il avait très tôt nourri de la méfiance envers la justice des vainqueurs et même développé de la compassion pour le peuple allemand vaincu, la défaite ayant été, pour le jeune garçon qu'il était, on l'a dit, une souffrance. Au cours de ces années d'après-guerre, il lit Bardèche, quelle surprise, avant de monter à Paris, faire des études de lettres et devenir ainsi enseignant dans le secondaire. Il s'installe à Vichy dans les années 1950, vous allez voir que ça va avoir son importance. Dans les années 1960, on l'a dit, il découvre Racinier. Mais il y a plus. Surtout si on regarde du côté de ses engagements associatifs et des archives des renseignements généraux, dépouillés par Valérie Higounet. Je ne résiste pas à la tentation de vous faire un petit florilège, afin de vous faire comprendre que non, le monsieur n'est pas apolitique. Petit florilège donc.
Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, aussi abrégé ADMP. Je vous renvoie à notre compte-rendu du livre de Julian Jackson sur le procès Pétain pour en savoir plus. Mais aussi ami de Robert Brasillac. Robert Brasillac, le collaborationniste, beau-frère de Bardèche, qui écrivait dans Je suis partout à propos des rafles des Juifs de, je cite, « ne pas oublier les petits ». Front National pour l'Algérie française, FNAF, lancé par Jean-Marie Le Pen et Jean-Robert Thomazeau. Pas très apolitique tout ça. Je veux bien qu'on apprécie la littérature de Robert Brasillac, et je le dis sans ironie. Mais tout de même, le reste ne laisse pas de doute sur ses convictions profondes. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un sympathisant. Une note des renseignements généraux rapportée par Valérie Gounet, datant du 25 août 1961, atteste d'activités politiques menées, je cite, avec violence et passion. En mai 61, il proteste auprès du préfet de l'Allier contre l'arrestation d'un certain André Garnier, un ancien militant du PPF, Parti populaire français, c'est-à-dire le parti fasciste fondé par Jacques Doriot pendant l'occupation, un parti d'ultra de la collaboration. André Garnier, que les RG qualifient d'ailleurs de, je cite encore, partisan acharné du national-socialisme. Il proteste donc contre l'arrestation de ce monsieur, et il faut dire qu'il grenouille en fait dans les mêmes milieux que Forisson. Il est même proche de l'OAS. Donc une autre organisation favorable au maintien de l'Algérie française. Le domicile de Forisson est même perquisitionné en mai 61, et lors de son interrogatoire, ce dernier reconnaît être membre du FNAF et avoir distribué des tracts favorables à l'Algérie française. Bon, je crois que c'est clair, pas besoin d'en rajouter. Ah mais au fait, attendez, aux dernières nouvelles, il était pas prof, Robert Forisson? Comment ça se passe dans les établissements qu'il fréquente? Je veux dire, à quoi ça ressemble d'avoir Forisson comme prof? Là, vous vous dites sans doute que cette question n'a pas de sens, puisque... Comment faire pour avoir des témoignages? Figurez-vous qu'on en a, des témoignages sur Forisson enseignant dans le secondaire. Accrochez-vous, ça va barder. Les élèves interrogés par Valérie Igounet sont formels. Elles décrivent un enseignant, je cite, « intimidant, violent et coléreux, qui terrorise ses élèves, mais qui n'hésite pas non plus, à la fin de certains cours, à conseiller de lire Mein Kampf et à inviter certaines, il enseignait en effet dans un lycée de jeunes filles, à venir en parler chez lui. » Pour couronner le tout, plusieurs rapports de l'éducation nationale, pas une ONG antiraciste, font état de sa sévérité particulière envers les élèves algériennes. L'image du brave petit érudit local qui fait ses propres recherches en prend un certain coup. Mais ça s'arrête pas là, Devenu enseignant à Paris 3, il ne laisse pas non plus ses collègues indifférents. L'un d'entre eux le dit atteint d'une, je cite, « phobie antisémite » qui lui fait, je cite encore, « voir des juifs partout ». À la même époque, il fait même signer une pétition pour que soient réédités les pamphlets antisémites de Céline. Céline Louis-Ferdinand, un des grands écrivains français du XXe siècle, mais aussi un écrivain collaborationniste qui était connu pour son antisémitisme vigoureux et complètement aligné sur l'antisémitisme hitlérien. Mais attendez, le CV n'est pas fini. Parce que dans sa thèse, publiée en 1972 par Gallimard et consacrée à l'écrivain Lautréamont, dans laquelle il prétend dénoncer les mystifications qui entourent cet auteur, me demandez pas ce que j'en pense, j'y connais rien et je vais être honnête, je m'en fous. Dans cette thèse donc, on peut lire que la Seconde Guerre mondiale, ouvrez les guillemets, a suscité des mythes encore plus extravagants. Mais il ne fait pas bon s'y attaquer, fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça vient faire dans une thèse de littérature consacrée à un auteur mort en 1870? On se demande. Devenu un an plus tard professeur à l'université Lyon 2, l'un de ses cours de maîtrise s'intitule « Le journal d'Anne Frank est-il authentique ?» Bon, je crois que ce coup-ci, on a assez d'éléments pour dire qu'on n'a pas affaire à un brave professeur apolitique, mais à un militant d'extrême droite obsessionnel. Et attention, des historiens très à droite, qui ont fait un bon boulot d'historien, ça existe, il n'y a pas de problème. Mais ces quelques éléments suggèrent que, peut-être, il avait déjà une idée de ce qu'il cherchait à démontrer avant de commencer ses recherches avec de grosses guillemets. Peut-être pensez-vous que cet étalage des turpitudes personnelles de Forisson ne s'imposait pas. Détrompez-vous. Pour ses fans, Forisson est un professeur apolitique persécuté injustement par le système. À moins d'avoir lu les livres consacrés par des historiens professionnels, comme Valérie Gounet ou Henri Rousseau, à ce personnage, il est très difficile d'avoir accès à ces détails. Or, son aura repose en grande partie sur son storytelling de chercheur de vérité sincère et non partisan. Bon, maintenant qu'on sait à qui on a affaire, on pourrait se demander à quoi bon lui accorder un épisode entier, puisqu'il ne se distingue pas tellement des fondateurs du négationnisme. En d'autres termes, pourquoi est-il devenu la référence de ce milieu, y compris pour ses adversaires? Revenons en 78. C'est l'année où Forisson écrit l'essentiel de son œuvre. Oui, car nous le verrons,
Forisson a une opinion bien arrêtée et va la marteler sans l'enrichir pendant toute sa carrière de négationniste. Cette œuvre se compose, pour l'essentiel, de 4 textes. Un article publié dans Défense de l'Occident, la fameuse revue fondée par Maurice Bardèche, et de 3 tracts, dont, souvenez-vous, il inonde les rédactions des quotidiens et mensuels nationaux. Et c'est tout. Le reste de son activité consistera à rabâcher ces certitudes que nous avons résumées plus loin dans l'épisode, sans jamais les confronter ni aux travaux des historiens, ni aux documents qui ne vont pas dans son sens. Car Forisson cite bien certains documents historiques. C'est d'ailleurs ce qui le différencie de Bardèche, Racinier et Duprat. Il cherche à recouvrir son propos d'un vernis de scientificité. Il est même allé à Auschwitz pour consulter des documents sur place. Au passage, vous noterez à quel point le secret du pseudo-mensonge des chambres à gaz est mal gardé. On n'a pas prévenu l'archiviste du musée d'Auschwitz qu'il fallait garder les documents au frais, pour ne pas que la vérité éclate. C'est bizarre. Bref. Donc il a bien consulté des documents à Auschwitz, et donc oui, il cite des documents, ce que les précédents négationnistes ne faisaient pas. Cependant, il ignore volontairement des pans entiers de ses sources, se limitant à la correspondance des SS, à quelques plans de crématoire d'Auschwitz et à quelques photographies. Contrairement au savoir historique honnêtement construit, le négationnisme de Forisson, je l'ai dit, ne progresse pas. Mais on pourrait se dire qu'à défaut de progresser, il pourrait peut-être se trouver dans le vrai, et donc on n'aurait pas besoin de changer. Alors, moi je vous réponds, rions ensemble et examinons la méthode Forisson. Parce que c'est ça, en fait, qui fait la différence entre Forisson et ses prédécesseurs, c'est qu'il prétend avoir une méthode, et que cette méthode est censée solidifier ses propos. Cette méthode, en réalité, ressemble à ce que pourrait être l'attitude d'un étudiant de première année de licence en histoire face à une analyse de documents trop dure pour lui. Ignorant le contexte de production de sa documentation, déjà assez limité, on l'a dit, il fait de la paraphrase et prend chaque mot pour argent comptant. Il se targue de procéder à une analyse, je cite, au ras du texte, comme s'il s'agissait d'une analyse littéraire. Il ignore ainsi le langage codé que les nazis employaient pour masquer leurs crimes. Je vous renvoie à notre épisode 1 où je reviens sur les euphémismes que les nazis utilisaient pour ne pas dire leurs crimes explicitement. Là où les SS désignent une chambre à gaz par un terme différent, ils les croient sur parole. Bah oui, les SS, des gens bien, honnêtes, aucune raison de remettre leurs paroles en doute, c'est sûr. C'est pas comme si Himmler, chef de la SS lui-même, avait reconnu l'existence du génocide dans un discours de 43 dont on a un enregistrement sonore. Bref. Les témoignages, pour Forisson, ils sont contradictoires et conformistes. Il refuse de les prendre en compte. C'est pratique. Bref, la méthode Forisson est anti-scientifique. Elle ne part pas des sources pour construire un questionnement et aboutir à un résultat, mais part d'une idée fixe, le résultat attendu, et bricole avec ce qui est disponible pour la vérifier, quitte à ignorer la montagne d'indices qui les invalident. Pour les plus zététiciens d'entre vous, vous l'avez reconnu, ça s'appelle du cherry picking. On ne prend que ce qui va dans notre sens. Le problème, c'est que mise entre des mains complaisantes ou inexpérimentées, l'argumentation de Forisson peut être convaincante, bien plus convaincante que celle de Bardèche, Racinier ou Duprat. Et cette argumentation a convaincu. En témoigne la multiplication des affaires négationnistes dans les années 80 et 90, et comme cet épisode est déjà un peu long, ce sera l'horizon de notre prochain épisode. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série consacrée au négationnisme. En attendant, likez, commentez. N'hésitez pas aussi à nous laisser une petite note avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. En attendant, restez calme et dans le doute, écoutez les historiens.